EY et Florence Valentin. Nous faisons l'international de notre territoire. Ce sont des grands groupes, des petites entreprises aussi, des PME, des banques, des consultants, des conseils, des spécialistes de l'import-export qui échangent avec toutes les régions du monde. Et la raison d'être de l'APEX, c'est de créer de l'entraide, du réseau, des connexions et développer du business, bien sûr. Dans une période aussi particulière que celle que nous vivons, l'information, la solidarité, l'enrichissement ont encore plus de sens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé, organisé ce format d'interview en live, en créant du lien, en apportant du soutien et en nous fondant sur la valeur principale aujourd'hui qui est l'entraide et comment rebondir. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais laisser la parole à Florence Valentin qui va vous présenter et interviewer Philippe Véran. À toi, Florence. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis associée chez EY, comme l'a dit Nathalie. J'accompagne les dirigeants de notre région sur les opérations complexes par nature. Dans mon quotidien avant Covid, c'était plutôt sur des transactions et du M&A de manière générale. Et là, également sur des opérations de restructuring, de pilotage de trésorerie qui sont aujourd'hui un petit peu notre pain quotidien et j'imagine vos préoccupations comme toutes celles de nos clients aujourd'hui. J'ai la chance d'accompagner un spectre très large de dirigeants de la start-up à l'ETI. Et dans le cadre de mon parcours, j'ai eu la chance de croiser Philippe Véran, qui a été élu entrepreneur de l'année dans le cadre de notre prix EY en 2018, puisqu'il est aujourd'hui à la tête d'une de nos belles ETI régionales. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui et que j'avais proposé à Nathalie, effectivement, qu'il nous fasse partager à la fois son parcours, mais aussi sa vision de la période que nous traversons, et puis également ses recommandations et sa vision du monde de demain. Donc, Philippe, pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, sachant que tu as quand même un parcours assez atypique, puisque tu as commencé en tant qu'expert comptable, comme quoi ça mène à tout, et que tu es aujourd'hui, comme je le disais, à la tête d'une très belle entreprise régionale. Bonjour, merci d'abord à l'APEX et merci Nathalie et Florence de m'inviter et de me faire l'honneur donc de pouvoir discuter un peu aujourd'hui sur je dirais les circonstances que nous vivons qui ne sont pas simples. Juste peut-être 5 minutes sur prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Philippe Véran, j'ai 54 ans. Je suis marié, père de 2 enfants et grand-père aussi de 2 magnifiques petits-enfants. Voilà, et je suis confiné sans mes filles et sans mes petites-filles, donc ça aussi c'est difficile, mais enfin, comme beaucoup d'entre vous, donc c'est très compliqué aussi de pouvoir vivre cette période sans notre famille, sans nos amis. Donc c'est vrai que c'est des choses à vivre qui sont vraiment très particulières. Bref, ceci étant dit, donc, comme l'a dit Florence, j'ai commencé ma carrière comme expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, j'ai dirigé un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pendant une quinzaine d'années. Et puis, j'ai été pris par les démons de l'entreprise. Mais en fait, très vite, je pense que c'est plutôt pour faire plaisir à mon père que je voulais accrocher une plaque en cuivre comme lui sur un mur, plutôt qu'en fait rentrer tout de suite dans les délices de l'entrepreneuriat qui en fait me saisissait. Voilà, donc j'ai eu cette opportunité grâce à mon métier que j'ai appris, donc d'abord dans la finance et c'est jamais très mauvais de toute façon comme formation pour un entrepreneur qu'apprendre effectivement à construire les chiffres. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant non plus. Voilà, donc j'ai embrassé cette carrière donc il y a maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai créé une société qui s'appelle Corside Capital Partners avec un associé qui est mon ami et avec qui je partage tout depuis maintenant quasiment 20 ans. On a créé tout un tas d'entreprises dans cette belle holding depuis donc cette vingtaine d'années, dans des secteurs extraordinairement variés, mais pour la plupart quand même très centrés sur le médical et en fait sur la techno et l'innovation. Donc ça reste quand même des valeurs très très fortes
qui c'est vrai, sont toujours assez, je dirais, obligatoires quand on travaille dans le milieu médical, donc dans cette partie-là, recherche, technologie et innovation. Mais pas que, puisque j'ai eu aussi dans mon parcours la chance extraordinaire de créer une entreprise qui s'appelle Polychep, qu'on a vendue en 2018 au groupe Michelin, qui a été un des précurseurs de l'impression 3D en France et en Europe. Et donc, je dirais que ce passage dans l'industrie m'a aussi permis aujourd'hui de pouvoir profiter de ces avancées technologiques extraordinaires dans mon métier qui est aujourd'hui chez Biotech Dental, celui effectivement de fabricants de dispositifs médicaux, donc à destination des dentistes et des laboratoires de prothèses. Donc Biotech Dental, pour essayer un peu de se canaliser sur cette entreprise, c'est aujourd'hui effectivement une ETI qui a fait l'année dernière environ 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui aurait dû en faire à cette année 90, donc on verra quels seront les budgets révisés donc en fonction de notre redémarrage ou pas, mais qui évidemment a été donc en pleine croissance sur un dispositif assez unique, je dirais, de plateformes digitales à destination des chirurgiens dentistes et des laboratoires de prothèses, donc intégrant aussi bien des technologies que sont un scanner intraoral pour prendre effectivement des empreintes de façon digitale, mais aussi utiliser des logiciels dans lesquels on a intégré de l'intelligence artificielle pour enfin fabriquer des produits soit sur mesure, soit en série, donc en mixant des technologies, qu'elles soient additives ou soustractives. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui ce qu'était Biotech Dental, donc une vraie entreprise globale, je dirais, dentaire, qu'on avait rompu et on avait aussi fait une très belle levée de fonds en 2018 pour pouvoir compléter nos technologies et aussi se donner les moyens de notre développement. Donc, on a levé une cinquantaine de millions d'euros auprès d'investisseurs, plus autant quasiment auprès de nos banquiers, donc pour pouvoir effectivement permettre de développer cette solution, je dirais, complètement innovante dans le monde entier. Voilà donc où nous en sommes. Et puis, donc, est arrivé, comme vous le savez, ce petit virus qui aujourd'hui est plus qu'un grain de sable monstrueux, je dirais déjà chez Biotech Dental, puisque les cabinets dentaires sont fermés en gros dans le monde depuis le 15 mars. Donc, et a priori, ils ne pourront ouvrir pour certains en Europe fin avril, pour d'autres, ce qui nous concerne, plutôt mi-mai. Mais on ne sait pas à quelle vitesse aussi, évidemment. Nos praticiens vont pouvoir recouvrer l'exercice normal de leur profession, puisque là aussi, pourquoi les cabinets dentaires ont été fermés, c'est qu'ils sont aujourd'hui signifiés comme étant une profession à risque dans la mesure où ils travaillent très près de la bouche et qu'ils utilisent souvent des turbines qui sont créatrices d'aérosols et qui peuvent effectivement exacerber la propagation du virus. Donc voilà, donc pour les béotiens qui ne connaissent pas exactement le métier ou plutôt ses conséquences, donc voilà pourquoi ce secteur-là et tout ce pan je dirais, d'activité de l'industrie est complètement à l'arrêt aujourd'hui, comme on peut le comprendre plus facilement pour des bars, des restaurants et des cinémas, mais c'est vrai que pour les cabinets dentaires, c'était plus compliqué. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les dentistes sont bloqués dans leur exercice je vous expliquerai tout à l'heure tout ce qu'on peut mettre en place aussi à notre niveau pour essayer de les aider à repartir de façon beaucoup plus rapide et aussi peut-être imaginer pendant ces périodes qui sont très complexes comment réinventer l'entreprise et aussi ses nouvelles activités. Et là aussi, je peux vous livrer quelques solutions. Alors, elles sont très, très propres à mon activité, mais enfin, ça peut aussi vous servir peut-être à vous, entrepreneurs, qui aujourd'hui vous posez des questions sur ces arrêts d'activité ou ces reprises d'économie. Donc, que faire pendant ces périodes de confinement pour réfléchir au mieux à ce que sera son entreprise demain. Donc voilà, donc j'essaie de ne pas faire très très long sur. Oui, donc j'ai donné quelques chiffres donc, pour m'aider. En termes de salariés, c'est un peu plus de 650 personnes, donc réparties essentiellement en Europe, la majeure partie étant évidemment en France. Nous sommes aussi des grands défendeurs de notre industrie française. Donc Biotech Dental et Upperside aussi sont membres de la French Tech, de la French Fab. Nous sommes ambassadeurs French Fab pour la région Sud. Voilà, donc on essaie de promouvoir ce Made in France. On a la chance d'accueillir Arnaud Montebourg dans notre conseil d'administration aussi. Donc, ce n'était pas du tout pour des raisons politiques, mais c'était surtout sur un homme que j'ai appris à connaître depuis quelques années dans le Made in France, donc auquel j'ai demandé à rejoindre notre conseil d'administration quand j'ai fait ma levée de fonds en tant qu'administrateur indépendant, parce que je pensais aussi que
ça pouvait être un extraordinaire défenseur et aussi porte-drapeau, je dirais, de cette belle industrie française. Voilà, donc c'est à ce titre-là qu'on l'a effectivement, je l'ai invité à notre conseil d'administration, ce qu'il a accepté bien volontiers. Et aujourd'hui, ben, ça a tout son sens, puisque dans les discours que l'on peut voir, même ceux de notre président, donc évidemment, la mondialisation à outrance qu'on a pu vivre dans certains domaines, donc notamment celui de l'industrie pharmaceutique, mais aussi évidemment la production de masques, enfin tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, qui sont effectivement des industries qui ont disparu et qui sont pourtant essentielles chez nous en période, je dirais, de crise profonde. Ben voilà, ça a aujourd'hui beaucoup de sens que de produire en France. Donc sur ce point-là, au moins, je dirais que Biotech Dental sera armé pour répondre effectivement au moins à sa clientèle française et sur le fait de revendiquer des produits 100% français. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Donc après, Florence, je te laisse le soin de peut-être de mener les débats de sorte à ce que ce ne soit pas un long monologue et que tu puisses orienter effectivement le sens de cette discussion. Merci Philippe. Effectivement, la première question, c'était que tu nous donnes un petit peu ta vision des impacts, alors c'est assez large évidemment, des impacts humains, économiques et politiques de cette crise avec tes 3 casquettes. Alors la première, c'est celle d'humaniste, parce que je pense que tu es quelqu'un qui aime effectivement beaucoup la vie avant tout. Un entrepreneur, tu l'as dit, et puis peut-être une 3e casquette dont tu n'as pas vraiment parlé, mais tu es un homme très engagé dans la cité. Puisque tu as été un des premiers marcheurs aux côtés justement d'Emmanuel Macron à l'époque. Et puis, je suis surtout aujourd'hui très engagée au sein de ta ville, qui est aussi un peu la mienne, qui est Salon-de-Provence. Donc, voilà, on aimerait t'entendre sur ces sujets. Alors, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, si ça ne te dérange pas. Je vais peut-être commencer peut-être sur celui de l'entreprise, qui est celui, je dirais, forcément que je maîtrise le mieux. Mais aussi celui qui peut-être est le plus brûlant et qui intéresse le plus peut-être nos auditeurs aujourd'hui. Si j'essaie de commencer par un raisonnement très microéconomique et donc que je commence par ce qui nous concerne, donc ben, je dirais comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, nous on a été obligés donc de mettre à l'arrêt un bateau comme ça de 650 personnes qui fonctionnait, je dirais, à plein, où on ne parlait que de croissance, d'embauche, d'investissement. Voilà, donc c'était ça un peu, je dirais, notre pain quotidien dans l'entreprise. Et tout à coup, donc, il a fallu gérer un arrêt d'activité. Et là aussi, je retourne ma casquette et je redeviens expert comptable. Donc, c'est sûr que dans les réflexes de ce type de situation, la première des choses, c'est effectivement d'appuyer très, très fort sur le frein sans sortir de la route. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, donc, et de profiter immédiatement. Quand je dis profiter, je ne devrais pas employer ce mot, mais d'utiliser, c'est quand même mieux, tout de suite, donc, toutes les mesures, je dirais, de sauvegarde de notre entreprise, donc au niveau financier, donc, et notamment, évidemment, la mise en chômage partiel de la plupart des effectifs. Alors, en ce qui concerne nos unités de fabrication et de certains services, évidemment, de l'entreprise, vitaux, RH, finance, évidemment, ça ne s'est pas fait du tout de la même façon. Mais enfin, en gros, on a mis en 48 heures quasiment 90%, 85%, je dirais, des effectifs à l'arrêt. Et le reste, je dirais, a malheureusement suivi dans les 15 jours. Mais voilà, mais d'abord, la réaction première, ça a été ça, ça a été sauvegarder l'entreprise et essayer de minimiser au maximum, je dirais, tous ces coûts, donc reporter tout ce qui peut l'être, supprimer évidemment tous les événements, tout ce qui était facile de pouvoir supprimer, donc arrêter aussi tous les investissements en cours. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est ce qu'ont fait tous les entrepreneurs par réflexe, sans savoir exactement combien allait durer cette période et surtout, je dirais, à quelle sauce on pouvait être mangé. Donc en attendant aussi de savoir quelles étaient les mesures donc, gouvernementales qui allaient effectivement appuyer l'entreprise. Et là aussi, je dirais que l'âge, l'expérience et effectivement le fait de travailler dans ce métier depuis très longtemps, entre souvent ce qui peut être annoncé par les politiques et la réalité du terrain, évidemment, il y a parfois, je dirais, 180 degrés de différence. Donc, par exemple, quand le président annonce que personne ne restera au bord de la route, ce n'est pas vrai. Donc, il y aura évidemment, malheureusement, beaucoup d'entreprises qui seront laissées au bord de la route. Il y a d'abord toutes celles qui étaient en situation de fragilité et qui forcément ne vont pas pouvoir, je dirais, malheureusement passer cette crise.
Et puis après, il y a toutes celles où par soit la taille, soit par l'inexpérience, soit par le fait parfois de ne pas savoir à qui demander, soit par le manque de conseils. Voilà, il n'y a pas toutes les entreprises ont la chance d'avoir EY autour dans son partenaire de conseil ou d'avoir des avocats de bon niveau, des experts comptables de bon niveau. Voilà, il y a tout un tas quand même d'entreprises comme ça qui vont rester sur le carreau parce qu'elles n'auront pas dans le temps ou elles n'auront pas saisi l'opportunité d'utiliser les aides auprès de leurs banquiers ou aujourd'hui, encore une fois aussi sur ce fameux PGE qui normalement aurait dû être automatique, on voit bien qu'il ne l'est pas puisqu'il reste à la merci des banques, il reste à la merci évidemment des comités de crédit des banques. Donc tout ça est très très compliqué. Donc pour répondre à ta question, Florence, et remonter cette fois au niveau un peu macro-éco, je dirais que les mesures qui ont été prises, je les ai trouvées très bonnes quand elles ont été décidées. Et aujourd'hui, j'ai quand même dans l'application beaucoup plus je suis beaucoup moins optimiste et je suis beaucoup moins affirmatif sur ce que j'avais pu annoncer sur la qualité de ces mesures. Parce que je pense que BPI aurait dû être toutes les entreprises auraient dû passer par BPI. Alors, je sais que ça aurait été compliqué, il fallait ouvrir des comptes, etc. C'était peut-être pas l'apanage premier de BPI, mais c'était BPI qui aurait dû distribuer le crédit de l'État. Aujourd'hui, au fond, cette garantie que peut donner l'État de 300 milliards, on a déjà un pari qu'on n'en distribuera que 100. Et au final, sur les 100, on pense en gros qu'il n'y aura que 10% des entreprises qui ne rembourseront pas l'État. Donc, au final, le coût, ce serait plus que 10, mais pas forcément 300 comme annoncé. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ça fait partie de ces aides, je dirais, politiques qui sont comme ça mises, qui sont largement distribuées, mais qui au fond n'ont pas du tout le même impact sur le terrain. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y avait aussi cette problématique de garantie. Donc, quand on donne 90%, ça veut dire qu'on reste 10%. Voilà pourquoi avoir dit on laisse 10 aux banques alors qu'elles jouent aujourd'hui sur le fait de se dire ben oui, on est quand même responsable et donc il faut que ci, il faut que là. Voilà. Donc tout ça, c'est du temps perdu. Donc quand je vois sur une ETI comme Upperside aujourd'hui ce qu'on peut nous réclamer et la tonne de gens qui travaillent derrière nous pour pouvoir monter les dossiers, ben, je me dis que c'est vrai que pour les petites entreprises qui ne sont pas équipées pour ça, franchement, ça va être très compliqué. Donc sur cette partie-là des mesures, je dirais que je suis extrêmement pessimiste sur je dirais la mise en application de ce qui a été annoncé et j'espère que ça va être vite corrigé parce qu'autrement ça risque d'être un désastre. Donc ça c'est compliqué. Sur maintenant la durée du confinement et sur la période que l'on vit. Encore une fois, je pense que ces 2 mois, ce ne sont pas les pires. Si on imagine 2 mois d'une économie complètement à l'arrêt, c'est vrai que si on fait des calculs de banquiers et qu'on regarde effectivement ce que ça représente et on est bien obligé malheureusement de le faire, mais si on rapporte ça, je dirais, à un manque dans notre économie que d'être 2 mois à l'arrêt pour des raisons qui ne sont pas une crise une crise de la demande, ni une crise de l'offre d'ailleurs, mais qui sont de fait une obligation parce que nous sommes confinés, effectivement, là encore une fois, moi je ne suis pas un grand économiste, mais quand j'essaie un peu de réfléchir donc, comme ça de façon extrêmement froide, je me dis, mais quand même, on doit pouvoir passer 2 mois comme ça, puisque tout le monde est logé à la même enseigne. Ce n'est pas la faute des entreprises aujourd'hui ce qui se passe, encore moins la faute malheureusement des salariés. Et pourquoi avoir des conséquences aussi dramatiques dans la mesure où on rapporte ça à un pourcentage du PIB qu'on ne retrouvera jamais. Donc en fait, on ne met pas entre parenthèses cette période. Et c'est ça que je voulais souligner. Aujourd'hui, c'est comme si effectivement nous étions en récession. Donc, de toute façon, c'est le cas de fait, mais encore une fois, ce n'est pas une récession c'est pas une récession qui est conséquente d'une mauvaise marge de l'économie, c'est une récession qu'on a demandée. Donc, je trouve que les instruments qu'on met en route pour qualifier effectivement cette problématique et la rapporter, moi, quand j'entends Bruno Le Maire, j'ai juste envie de me suicider. Et encore une fois, je crois que c'est surtout pas les messages qu'il faut faire passer aujourd'hui aux Français, même si on ne doit pas effectivement mettre des lunettes roses et dire comme dit au pays des bisounours, c'est que tout ira bien.
mais je crois qu'il y a un vrai message, et c'est celui que nous, entrepreneurs, on essaie quand même de faire passer à nos salariés, qu'on va s'en sortir. Encore une fois, quand je dis ça, je ne suis pas certain, mais en tous les cas, c'est ce que je veux. Et ça aussi, c'est une grande différence entre, et là on le sent bien, entre nos politiques qui au final, ben, je dirais, ils sont acteurs de quelque chose, mais aujourd'hui d'un rôle dont ils savent ben, qu'il est très court et qu'encore une fois, dans le temps, ben, tout le monde les aura oubliés. Mais nous, les entrepreneurs, c'est quand même pas la même chose. Je veux dire, nos entreprises, nos salariés, notre écosystème, nos fournisseurs, enfin, tout ce qui effectivement est autour de nous, c'est des vies entières qui ont été dédiées à ça. C'est parfois des générations, ce sont des familles, voilà, donc tout ça, on ne peut pas nous le jouer comme le jouent aujourd'hui, comme le jouent aujourd'hui les politiques. Donc je crois qu'il faut que dans cette crise, malheureusement, même si on doit forcément être très dépendant des solutions qui vont être trouvées au niveau national et international, donc d'aide pour qu'on puisse réexister, il faut quand même qu'on rapporte, je dirais, cet événement, non pas à chaque fois à la crise de 29, les crises après-guerre, les crises financières, mais peut-être par quelque chose où, encore une fois, on a été obligé de mettre entre parenthèses pendant 2 mois la vie complète de certains pays, de nombreux pays, ou quasiment du monde entier, et on va essayer de se sortir du mieux possible après ces 2 mois de mise entre parenthèses, mais certainement pas se dire voilà, que ces 2 mois de mise entre parenthèses sont 2 mois comme on peut l'avoir dans une entreprise, 2 mois de désastre parce qu'on s'est complètement raté après un salon où on aurait dû vendre X truc et qu'on n'a rien vendu. Donc voilà, donc ça c'est aussi je trouve des formes de discours qui pourraient être parfois adaptées par nos politiques pour un peu essayer d'initier pour avoir un peu au final les mêmes paroles que chaque entrepreneur peut avoir aujourd'hui à son niveau avec ses salariés. Après, je ne vous dis pas que la nuit je dors bien, c'est pas vrai. Je vous dis pas que je pense pas aussi à des scénarios complètement catastrophes, bien sûr. Mais ça, encore une fois, c'est aussi dans notre ADN, les entrepreneurs, que de toujours essayer de prévoir le pire. Bon, bien que là, même en prévoyant le pire, moi, en étant complètement parano, ça, j'y avais pas pensé. Et donc, ce sera pour la prochaine. Maintenant, je saurai. Donc, je pourrai l'intégrer. Mais voilà, donc c'est ces messages-là qui sont extrêmement importants. Et à mon sens, qu'on peut aujourd'hui débattre sur cette période complètement incroyable que l'on vit. Alors après, dans les bonnes choses, parce qu'il y a aussi plein de bonnes choses là-dessus, nous, ce que l'on vit dans l'entreprise aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et encore une fois, ce n'est pas que chez nous, c'est le cas d'un bon nombre d'entreprises, grâce à la technologie, puisque ce qu'on fait aujourd'hui aussi, le fait de disserter ensemble grâce à une plateforme digitale, on a évidemment donc, tous ces outils à disposition dans nos entreprises aujourd'hui. Et donc, ça nous permet effectivement de pouvoir communiquer avec nos collaborateurs de façon extrêmement productive. La même chose avec nos clients, la même chose avec nos fournisseurs, nos banquiers. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se gérer très différemment de ce que l'on pouvait qualifier avant. Donc ça, je pense que ça restera. Cette façon aujourd'hui de pouvoir peut-être mieux utiliser notre temps, moins se déplacer, moins utiliser, je dirais, notre indice carbone, donc plutôt l'améliorer. Enfin, en tous les cas, moi qui prenais l'avion au moins 2 fois par semaine, je sais que cette période va me permettre de pouvoir envisager mon emploi du temps de façon très, très différente. J'avais l'habitude de visiter mes filiales de façon très régulière partout en Europe ou dans le monde. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que ce n'est pas la peine que j'aille 15 fois en Espagne, j'irai peut-être 2 fois en Espagne, la même chose en Italie. Et, voilà. Donc, et c'est vrai que voilà, encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester de cette période que l'on vit dans notre façon de nous comporter. Le télétravail, évidemment, aussi. Je n'étais pas aussi non plus au départ un grand défenseur du télétravail parce que j'ai été aussi habitué un peu. Je suis de l'ancienne génération déjà, donc des gens qui arrivent très tôt au bureau, qui partent très tard et qui ont été éduqués comme ça. Donc, je ne fais pas non plus c'est pas comme ça que je juge mes collaborateurs, c'est pas le débat, mais simplement j'étais un peu dans cette habitude de travail-là. Donc, j'aimais bien avoir les gens autour de moi quand j'avais envie de les voir. Bon, mais là, aujourd'hui, c'est aussi qu'on peut avoir les gens autour de soi quand on en a envie, mais peut-être de façon un peu différente. Et aujourd'hui, donc, ce système de vidéoconférence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, ça, c'est très valable. Si j'essaie aussi de voir des choses très intéressantes, je prends un exemple qui peut vous servir, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction.
on a créé chez nous un département hygiène et sécurité. Au bout de la deuxième semaine de confinement, j'ai dit à mes collaborateurs, il faut penser déjà au post-confinement. Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé avant, le après ne sera plus jamais la même chose. Pourquoi? Aujourd'hui, cette période anxiogène créée par le virus, et on le verra dans le déconfinement à partir du 13 mai, du 11 mai, pardon, et j'espère que ce sera vraiment à partir du 11 mai, il va se faire dans des conditions qui seront extraordinairement anxiogènes. On le voit déjà sur les réseaux. Macron a dit hier soir que les écoles allaient réouvrir. Donc aujourd'hui, les gens se disent mais pourquoi les enfants ne respectent pas les mesures barrières, etc. Donc, voilà, donc les gens, je vois, stressent là-dessus. Et moi, au bout de la deuxième semaine, je m'étais déjà mis dans cette situation en me disant mais nous, les dentistes, mais les gens, ils vont flipper à mort. Le jour où on va leur dire vous allez pouvoir aller voir votre dentiste, mais vous savez qu'il est potentiellement capable de vous infecter 10 fois plus qu'un autre avec les aérosols, le machin, tout. Je dis ça va créer un climat anxiogène et qui fait qu'il n'y aura plus personne chez les dentistes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période pour, déjà, protéger évidemment les dentistes, protéger leurs assistantes, protéger les patients et protéger notre business. Donc, il faut appeler un chat un chat. Donc, on s'est mis en quête d'imprimer un guideline des bonnes procédures dans les cabinets dentaires. C'est pas un job qui doit savoir le job, mais peu importe, on n'est pas là pour savoir qui doit faire le job ou pas le job. Aujourd'hui, si quelqu'un doit le faire, il faut que ce soit fait et que ça profite à tout le monde. Donc, on l'a fait. Pour ça, j'ai dédié une cellule de crise. Donc, on a fait travailler à peu près 50 personnes dans le groupe et pas que chez Biotech. On a aussi utilisé d'autres boîtes qu'on a dans le groupe pour pouvoir fabriquer des produits qui sont à disposition aujourd'hui, qui vont être à disposition des cabinets dentaires quand ils vont ouvrir, pour avoir une meilleure aspiration des aérosols, pour purifier l'air, on est allé sourcer, on s'est renseigné, qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Donc, bref, je ne veux pas en faire un débat parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est pas pour se dire que même pendant ces périodes-là, on peut arriver aussi à repenser notre modèle économique et je dirais à anticiper ce qu'auront les problématiques de vos clients. Alors moi, ça c'est valable dans mon métier, et je suis certain que ça peut l'être dans plein d'autres aussi. Il y a plein de choses qui vont complètement se transformer. On a aussi un restaurant dans le groupe. Au bout du deuxième, de la deuxième semaine, on a dit au mec, écoutez les gars, maintenant le restaurant, c'est qu'il va être fermé pour longtemps. Vous allez faire des plats et on va les livrer. Donc, on a fait un Instagram, un machin, un truc, on a mis en place un truc pour distribuer. Alors ça, c'est bête comme chou et des millions de gens l'ont fait, mais simplement ce que je veux dire, c'est qu'à toute période très particulière, on peut trouver quand même quelques solutions qui peuvent nous permettre de régénérer de l'activité, recréer du business et réfléchir dans nos entreprises. Donc ça, c'est notre rôle, quel que soit le niveau. Il faut effectivement en permanence penser à ça, et ces périodes-là sont aussi complètement propices à ce type de réflexion. Ça me fait un lien donc aussi parfait sur la deuxième partie de ta question, Florence, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui confiné? On n'est pas confiné parce que le virus est extraordinairement dangereux et qu'on le voit bien. C'est vrai qu'il y a un taux de létalité qui est certes important, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas l'Ebola. Le problème, c'est juste que notre système de santé aujourd'hui, et là je parle de la France, mais c'est la même chose un peu dans tous les pays, n'est pas du tout adapté à pouvoir gérer autant de personnes en réanimation. Ok, vous l'avez tous bien compris, hein, ce n'est pas quelque chose comme des livres comme ça, ce n'est pas de la science, c'est la réalité. Le confinement a été exclusivement utilisé pour ça, pour ne pas complètement sursaturer effectivement nos hôpitaux. Et là, là on se dit aujourd'hui, on aurait, je dis n'importe quoi, 50 000 respirateurs en France, la possibilité effectivement de pouvoir tester les gens et de leur donner un masque. Donc en gros, on n'aurait pas eu de confinement. Oui, en gros, on n'aurait pas eu de confinement. Ou alors on aurait eu un confinement très court, ou mais peu importe. On n'aurait pas bloqué une économie entière si on avait été équipé dignement pour pouvoir effectivement traiter les gens et s'assurer qu'effectivement on puisse faire face à des sursaturations comme ça, très très temporaires donc de nos hôpitaux. Je travaille depuis 20 ans, vous l'avez compris, dans le domaine médical. J'ai eu des sociétés dans l'orthopédie, dans le diagnostic médical, et donc dans le dentaire, dans la néonatalité. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel je baigne. Donc, même si je ne suis pas ni médecin ni dentiste, je pense à peu près connaître ce métier depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, j'ai une certaine, je pense, expertise dans ce domaine-là, et je suis complètement complice de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant 20 ans, moi, Philippe Véran, j'ai vu
l'hôpital public se désintégrait. J'ai participé aussi à un système de santé privé de très bonne qualité, la chirurgie ambulatoire, on en fait beaucoup chez nous, dans la chirurgie dentaire pareil, donc des chirurgies d'extrême qualité mais privées. Voilà, donc j'ai vu effectivement ces deux grands systèmes fonctionner de façon complètement parallèle sans jamais se croiser, ou quand elles se croisaient, c'était souvent des désastres. Les plateaux techniques partagés entre le public et le privé, donc on ne va pas en faire un débat aujourd'hui. Bref. Et donc, je savais que l'hôpital, c'était effectivement le tunnel des Danaïdes, voilà, de beaucoup de dépenses, autant de personnel administratif que de soignants. C'était mal géré, c'était ci, c'était là. Le privé, c'était bien. Et que dans le privé, ben, on prenait en gros ce qui était bancable et ce qui n'était pas, ben, c'était dans le public. Voilà. Et puis là, tac, qu'est-ce qu'il arrive? La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'hôpital. Voilà. Et là, je me dis, ouais, forcément. Oui, c'est pas nouveau pour toi. Tu sais bien que jamais l'hôpital n'aurait été capable de pouvoir. Et donc, voilà, donc il m'est venu aussi ce truc-là de me dire, mais ça, plus jamais. Et quand on connaît un peu le système français, quand on est comme moi, un peu aussi, je suis élu local, hein, donc je sais aujourd'hui comment fonctionne une administration, donc une ville. J'ai été de l'autre côté de la barrière, donc je suis encore, puisqu'on a été réélu là, brillamment d'ailleurs. Donc je suis reparti de nouveau pour 6 ans dans mon mandat d'adjoint à l'économie à Salon. Mais quand je vois ce qu'il faut faire pour faire bouger les choses dans notre pays, déjà au niveau local, donc au niveau national, voilà, c'est juste, ça relève quasiment de l'impossible, hein, il faut appeler un chat un chat. Donc je me suis dit, si cet hôpital un jour il doit être réécrit ou si on doit revivre encore comme ça des pandémies pendant 10 ans, il faut qu'on trouve des solutions, je dirais, alternatives à ça. Donc j'ai fait cette fameuse lettre à Macron, là, donc, qui depuis a été beaucoup... alors je l'ai faite sans trop vouloir non plus la partager avec mes amis entrepreneurs au départ, parce que chacun avait ses problèmes et je ne voulais pas être celui qui dit, mais putain Philippe, passe plutôt à ta boîte, à ta gueule, avant de penser à ce que seront demain l'hôpital, qu'est-ce qu'on en a à foutre pour l'instant. Non, voilà. Je crois qu'à toute période est bonne aussi à penser un peu, non pas qu'à nous, mais aussi à penser à comment on peut contribuer justement au moins à ce que certaines choses n'arrivent plus, je dirais un peu de notre fait. C'est à réfléchir, je dirais, une façon de pouvoir travailler quand tout ira mieux, parce que forcément un jour ça va aller mieux, mais qu'on n'oublie pas. Donc pour ça, voilà, donc j'ai eu cette idée de dire, est-ce qu'on ne peut pas abonder au final, créer un fonds public abondé par des capitaux privés, donc sur quelque chose que les entreprises donneraient si elles en ont envie, si elles n'en ont pas envie, elles ne donnent pas. Ce serait sur une part de leurs bénéfices net après impôt, donc on ne parlerait pas cette fois de savoir l'avantage fiscal, le mécénat. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Pour l'instant, c'est se dire, voilà, ce qu'on va donner à nos actionnaires, potentiellement, ça peut être ça, mais les actionnaires décident peut-être d'en consacrer autant à l'hôpital français. Tout ça, donc, quand vous le mettez un peu à l'échelle française et que vous regardez un peu ce que sont les résultats ou l'impôt sur les sociétés payé en France par toutes les entreprises, en gros, on peut se dire que 10% des bénéfices, prenons 5%, c'est la simulation que j'ai faite, puisque j'avais dit jusqu'à 10%, mais mettons-en que 5%. 5% des bénéfices en France, donc sur l'ensemble des entreprises françaises, on pourrait allouer sans trop de problèmes 10 milliards d'euros par an, parce que vous imaginez 10 milliards d'euros par an, à l'hôpital. Avec ces 10 milliards, si on abonde d'un fonds, on est aussi potentiellement, on peut faire appel au marché pour en avoir 10 de plus de nos banques pour qu'elles puissent nous aider à équiper plus rapidement les hôpitaux. Et on essaie de reconstruire l'hôpital, on essaie de le doter de moyens, mais surtout, on ne règle pas le problème de savoir si les infirmières vont être payées plus ou moins, etc. Ça, c'est le problème de l'État. Comment ce sera géré? Ça, c'est le problème de l'État. Nous focusons-nous sur la création d'un fonds qui sera géré par effectivement le public, mais aussi par des gens du privé. Donc, c'est aussi ça un peu l'idée. Comment est-ce qu'on peut aussi imaginer pouvoir recréer, grâce à ces fonds-là, une économie locale, au moins nationale, européenne et nationale, mais pourquoi pas locale, quand il s'agit de reconstruire les hôpitaux, faire appel d'abord à des entreprises locales, régionales, sortir un peu du code des marchés publics, voilà. Et essayer un peu de réimaginer une espèce d'outil pompier d'urgence qui, en 3 ans, peut régler le problème des hôpitaux français sur au moins leur structure. Au moins leur structure. Et si aujourd'hui, je vous rappelle que si aujourd'hui on avait la possibilité d'avoir 50 000 respirateurs en France, on ne parlerait plus du tout de la même chose. On peut imaginer derrière, et ça c'est ce que je fais moi par exemple aujourd'hui avec mes commerciaux, on profite de ce temps aussi
pour les former tous les jours sur des plateformes à nos produits. On peut imaginer aussi se dire, en temps de guerre et en temps de crise, comme ça, si ça arrive, on a en France, je ne sais rien, je vais dire n'importe quoi, 500 000 infirmières et médecins qui sont capables de pouvoir travailler à la réanimation. Formons-les tous les ans, j'en sais rien, moi, 3 jours par an, 1 semaine par an, je ne sais pas le temps que ça prend, mais en tous les cas, que le jour où on puisse appuyer sur un bouton s'il y a un problème, on sait qu'on a assez de personnel formé. Parce que là aussi, c'est le deuxième problème. Aujourd'hui, c'est bien gentil d'avoir les structures, mais si vous n'avez pas le personnel formé, ça ne sert à rien. Donc, on s'est rendu compte aussi, on le voit bien, qu'il y a des mecs qui ont fait 20 ans d'études en médecine et qui sont uniquement à la régulation parce qu'en fait, ils ne sont pas capables d'aller effectivement gérer une problématique réanimatoire dans un hôpital. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles à penser, mais si on ne le met pas en place tout de suite, ce ne sera jamais fait. Et quand j'entends hier soir le président qui l'a rappelé, hein, il a dit qu'il n'oublierait pas qu'il fallait déjà augmenter les infirmiers. Ça, c'est son boulot et c'est très bien, il faut qu'il le fasse. Mais à côté de ça, cette problématique de moyens, il va falloir qu'elle soit immédiatement, mais très, très, très immédiatement résolue. Je ne vois pas dans l'état actuel des choses, du fonctionnement de l'État, comment ces choses-là peuvent être résolues autrement que par la création de quelque chose d'un peu différent et où les entrepreneurs, le privé pourrait venir effectivement fonctionner. Après tout ça, vous l'avez bien compris, je l'ai écrit dans ma lettre, on peut imaginer aussi de la même façon aujourd'hui qu'il y a des fonds qui regardent où investir dans des activités qui sont plutôt, je dirais, développement durable. Voilà. Donc, il y a des fonds qui se dédient à ce type de on peut aussi imaginer des entreprises qui soient très bien labellisées parce qu'elles donnent beaucoup à leur hôpital. Ça peut être aussi quelque chose d'extraordinairement valorisable pour eux. Et puis pourquoi pas, demain, on peut en faire aussi un crédit d'impôt hôpital. Pourquoi pas? Je veux dire, si on veut mettre des mesures fiscales après à terme derrière, comme on a un crédit d'impôt recherche, on peut avoir un crédit d'impôt hôpital pour les sociétés qui ont décidé effectivement de donner, d'abonder donc à ce problème de solidarité qui, à mon sens, est crucial. Voilà, donc je ne veux pas être très long non plus là-dessus, mais ça, c'était un peu le deuxième point voilà, qui m'intéressait de pouvoir développer avec vous. Où on en est aujourd'hui, il y a une note qui a été faite extrêmement détaillée, donc, qui a été passée donc, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale et au président aussi, évidemment, qui l'a eu. Donc, on va avancer dans les règles, c'est-à-dire via la voie, je dirais, parlementaire. Et ensuite, si on doit effectivement donner, s'il y a une ouverture pour pouvoir évidemment créer cette structure-là, il faudra qu'on ait autour de nous, et là je fais confiance à l'APEX et à tous les réseaux d'entrepreneurs possibles, il faut qu'on ait derrière nous le maximum d'entrepreneurs qui pensent à pouvoir venir avec nous, aider, je dirais, à la construction de ce fonds noble qui pourra remettre très 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 vite sur rail l'hôpital, parce qu'autrement je crains que dans 10 ans on y sera encore, et que malheureusement je dirais les décisions parce que là, les seules décisions qu'on a prises très rapides, je ne parle pas des décisions économiques, mais là, on a commandé 2 milliards de masques. On a commandé 2 milliards de masques à 0,50 à 50 cents le masque. Là où, normalement, si on les avait bien commandés, ils coûtaient 5 cents aussi. Donc voilà aussi dans l'urgence, ça aussi, on en parlera malheureusement après, hein, mais quand tout va venir sur le tapis de cette gestion de crise, je dirais, et encore une fois, hein, je ne sais pas de critique ce que je dis, c'est simplement que les gens qui sont là aujourd'hui ne sont pas forcément outillés pour pouvoir répondre comme nous à des situations d'urgence et de crise comme on est obligé de le faire, je dirais, en permanence dans notre vie d'entrepreneur, et encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc ça aussi, je pense qu'on ne pourra rien faire sans nous, parce que nous sommes des acteurs indispensables, je dirais, à la vie de notre pays, et on le sera encore plus, je dirais, à la sortie de ce confinement. Voilà ce que je peux dire. Sur mon troisième volet, j'aide. Voilà, on a fabriqué des masques, on aide, on fait tout ce qu'on peut pour aider, pour être solidaire, là je fais comme les autres, hein, donc tout ce qu'on peut mettre comme moyen, comme service à disposition aujourd'hui de notre chaîne de solidarité. Moi, j'ai ouvert sur la ville de Salon une petite plage horaire aussi où les gens envoient leurs questions, les machins. J'essaie de les aider, d'appeler BPI, le banquier, voilà, pour essayer de faire avancer les choses à mon niveau. Voilà, si chacun essaie un peu effectivement de faire jouer un peu de solidarité à ceux qui en ont besoin sur des choses qu'on maîtrise un peu mieux que les autres, on va aussi pouvoir s'en sortir par ces milliers de petites décisions de bon sens que chacun peut prendre pour aider son collègue.
Voilà, donc moi là, j'ai fini. Donc Florence, je te laisse peut-être essayer de, 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 de réorienter le débat. Merci Philippe. Avant peut-être de passer aux questions, parce qu'effectivement, je pense qu'on est déjà bien avancé. Tu me disais ce matin que tu avais peut-être quelques retours déjà suite à la lettre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de plus ou... Oui, ouais, ben le retour, c'est qu'il y a une note qui a été faite au gouvernement par un parlementaire, donc dont je suis aujourd'hui le député suppléant. Et on avance sur les détails techniques de cette solution, sachant qu'évidemment, les écueils, on va rencontrer divers et variés, mais surtout, encore une fois, je pense qu'il faut une volonté politique pour pouvoir répondre à ça. Le fait qu'effectivement, ce soit déjà quelque chose qui soit regardé, donc prouve qu'effectivement, il y a une volonté politique. Maintenant, après, dans l'exécution, c'est là où il va falloir aussi peut-être pousser un peu, parce qu'autrement, voilà, on va rester encombré avec je dirais les habitudes du passé, sur les fonctionnements d'usage, et ça j'en veux pas. Donc voilà, donc il faudra qu'on fasse jouer le lobbying, et comme c'est le cas dans ce type de... Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un truc qui soit à l'inverse de ce qu'on est demandé, quoi. Donc, et ça, encore une fois, j'essaie aussi de préserver un peu ce qui va être le deuxième... Cette crise et ce qu'on met aujourd'hui comme moyen, il va falloir que ce soit quelqu'un qui les paye. L'entreprise va forcément être un des premiers catalyseurs, donc pour pouvoir payer effectivement ces dettes colossales que l'on se fait aujourd'hui. Et là, je revois extraordinairement les trucs très faciles comme l'ISF, comme voilà. Donc, je pense que trouver des moyens de pouvoir abonder un système qui pourra aider et qu'on pourra diriger, ce sera quand même mieux que revenir à quelques années en arrière pour repartir dans les travers dont on connaît voilà, malheureusement ce qu'ils ont pu coûter et certainement pas ce qu'ils ont apporté. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit, hein, il y aura un deuxième volet social qui sera très, très compliqué à gérer. L'équation à résoudre, elle est juste intenable, mais il faudra qu'on soit fort et qu'on ait vraiment des arguments à mettre en avant pour éviter de pouvoir avoir une espèce de liste comme ça de tout ce qu'il va y avoir à payer et d'impôts nouveaux qui vont être remis sur la tête des entreprises et des entrepreneurs. Donc voilà aujourd'hui ce que je peux t'en dire de façon très, très concrète. Voilà, c'est remonté, c'est travaillé. Maintenant, il faut l'amender et il faut que ça avance. Voilà. Ok, donc l'APEX sera le relais éventuel. Donc, tiens-nous informés évidemment de l'avancée de tout ça. Et je pense que maintenant, on peut peut-être, Nathalie, laisser la place aux questions. Oui, bien sûr. Moi, j'avais une question et elle est peut-être un petit peu profane. Donc, quand j'ai lu ta lettre, j'ai trouvé que l'idée, elle était extrêmement intéressante, voire pertinente, puisque quand je l'ai lu, tu venais certainement de la rédiger, donc on était en début du confinement. Déjà, ma première idée, c'était de me dire, wow, super intéressant parce que ça va permettre en fait aux entrepreneurs d'être plus actifs et plus concernés par ce qui se passe à l'hôpital public. Et la deuxième chose, c'est est-ce que finalement, le politique, il a vraiment une vraie prise de conscience aujourd'hui de la défaillance de son système de l'hôpital public versus ce qui s'est passé en Allemagne. J'ai eu le sentiment qu'en Allemagne, eux, ils sont beaucoup plus industrialisés, beaucoup plus conscients, beaucoup plus organisés, structurés, et qu'ils ont moins souffert et moins longtemps que ce que nous, ici en France, on a pu vivre. Et comme tu as pu le dire, si on est confiné, c'est parce qu'on est défaillant en termes d'hôpital public. Tu n'as pas eu ce sentiment qu'on est sous-organisé par rapport à d'autres pays européens tels que l'Allemagne? Alors, je pense que pour un politique, quel que soit aujourd'hui quel que soit le dirigeant, c'est très compliqué pour lui de pouvoir dire qu'il est moins bon que son voisin, et encore plus quand il est allemand. Parce que c'est souvent, malheureusement, quand on est français, c'est souvent la comparaison que l'on fait.
Donc, on est souvent meilleur que nos voisins italiens, espagnols et portugais. Et par contre, on est souvent beaucoup plus mauvais que les pays du Nord et en particulier nos frères ennemis allemands. L'Allemagne, encore une fois, moi je ne fais pas, c'est pas ma tasse de thé non plus, c'est pas le débat. Hein. J'aime autant les Allemands que les Grecs, voilà, c'est pas le débat. Mais simplement, il y a quand même des choses qu'ils font qui sont juste remarquables. Donc il y a beaucoup de choses dont il faut que l'on s'inspire. Et aujourd'hui, effectivement, c'est encore une fois cette organisation allemande sur un système de santé où on met toujours en avant le système de santé français, mais ça, c'est aussi très, très français. Hein. On met toujours en avant notre système, quel qu'il soit, le système de santé, le plus beau pays du monde, les gens les plus intelligents, mais souvent parce qu'on ne va pas regarder à l'extérieur ce qui se passe. Mais effectivement, en Allemagne, c'est beaucoup mieux, l'hôpital public est beaucoup mieux organisé que le nôtre, c'est clair. Donc, et malheureusement, quand vous verrez ce que coûte l'hôpital public en Allemagne par rapport à ce que coûte l'hôpital public en France, et c'est là où ça déconne complètement, hein, passez-moi l'expression, ça coûte beaucoup moins cher aujourd'hui le système de santé allemand que le système de santé français. Donc là aussi, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc l'hôpital français, bien sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème d'infrastructure. Ce problème d'infrastructure, il faut le régler. Mais à côté de ça, il y a un problème de gestion de l'hôpital. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un problème énorme de gestion de l'hôpital. Vous ne pouvez pas m'expliquer comment aujourd'hui un plateau sur une clinique privée avec un staff administratif de 5 personnes, vous pouvez gérer la même chose qu'à l'hôpital avec un staff administratif de 150 personnes. C'est pas possible. Mais c'est la réalité. Il faut. Après, je sais que c'est absolument pas. Voilà, c'est pas bien de dire ça, mais je le dis parce qu'on est entre nous et on ne serait pas entre nous, je le redirais de la même façon. Mais c'est la réalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui on trouve toutes les vertus à notre hôpital public, et moi le premier, qu'il faut non plus continuer à faire n'importe quoi et que 5 ans après on dise mais putain, mais l'hôpital ça a coûté, je sais pas moi, 300 € par habitant et de plus, et on a toujours la même qualité de service rendu, donc c'est pas bien. Donc il faut vraiment qu'on joue sur les deux problèmes. Donc moi, ce que je me proposais de faire, c'était jouer sur le premier, donner les moyens, parce que ça on peut faire, nous entrepreneurs, on peut capitaliser beaucoup d'argent, et si on arrive à en contrôler, je dirais un peu, parce qu'on fait partie de la gestion de ce fonds, ce fonds que j'imagine, dans lequel on pourrait un peu être, je dirais un peu aussi des décideurs. Donc, ça permettrait d'aller plus vite pour pouvoir effectivement réaliser ces bonnes infrastructures, équiper, mettre des scanners, des IRM, les derniers appareils, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Mais à côté de ça, il faut qu'on ait quelqu'un au niveau politique qui gère, qui prenne à bras le corps cette problématique-là. Et là, aujourd'hui, de cette façon où c'est pris, je crains le pire. Je crains le pire. Tu n'as pas le sentiment qu'on pourrait mettre dans les décideurs, et c'est le sentiment qu'ont les entrepreneurs et je pense aussi les gens, qu'on pourrait mettre dans ces commissions de décideurs des entrepreneurs qui, eux, ont un regard un peu plus différent. Regarde toi aujourd'hui. Dans cette espèce de fonds que j'ai imaginé avec sa typologie de gouvernance particulière, je ne peux pas imaginer que nous soyons à l'initiative d'un fonds pareil et que nous n'en soyons pas aussi, je dirais, un peu acteurs décideurs. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est impossible. Et je pense que n'importe qui et tous les confrères à qui j'ai pu en parler m'ont dit, mais Philippe, c'est fantastique, on peut donner, mais par contre, il faut qu'on sache où va le pognon. C'est quand même la moindre des choses. Il faut être sûr que voilà, on va dire, voilà, j'en sais rien, bon, on reprend la carte des hôpitaux, parce que là, c'est pareil, on peut regarder. On dit, tiens, on s'aperçoit qu'à Brignoles, c'était vachement bien qu'il y ait un service de réanimation qu'on a fermé il y a 5 ans. À Célestat, c'était bien aussi qu'il y ait un service de réanimation qu'on a réouvert du coup, parce que effectivement, on a mis 50 malades dedans et on a peut-être sauvé 48 vies. Donc, ça avait du sens. Mais il y a 3 ans, pour des problématiques comptables, gestion, machin, truc, bim, ça on ferme. Ça. Et voilà. Donc, là, on a vu que ce système de santé ne pouvait pas être géré de cette façon-là. Mais si on ne peut pas le gérer de cette façon-là, il faut quand même qu'on en temps de crise ou pour gérer tant de trucs, et les comptables sauront bien de quoi je parle, même si on ne dit pas que ça doit avoir de la rentabilité, on peut savoir combien ça coûte et surtout que ça ne coûte pas plus. Hein, ça aussi, c'est important. Donc, je prends un exemple. Quand il faudra faire le coût de savoir ce qu'ont coûté les réanimations à l'hôpital public post-Covid,
Mais ça va être du délire. Du délire. Alors, encore une fois, hein, c'est pas grave. C'est très bien. Je veux dire, c'est pas le problème aujourd'hui et c'est pas le débat. Mais simplement aussi, il faut qu'on ait en tête ça. C'est des choses chez nous où encore une fois, on a l'habitude de savoir ce qui coûte très cher, pas cher, moins cher, mieux. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on ne prend pas les décisions qu'il faut quand il faut les prendre. Ben là, pour l'État, c'est un peu la même chose. Donc, il faut qu'on ait aussi ces espèces de réflexes permanents. Et c'est pas parce qu'on dit, et moi souvent je me bats quand je suis élu local avec les services de la ville ou les fonctionnaires en règle générale, de dire, attendez, mais c'est pas parce que je vous demande combien ça coûte que je suis forcément sur une gestion extraordinairement comptable. Je veux juste savoir combien ça coûte. C'est quand même le droit le plus absolu. Et ça ne veut pas dire, c'est pas ça qui va me faire dire que je vais dire oui ou que je vais dire non, mais simplement je veux savoir. Hein, donc ça aussi c'est important dans la gestion de l'hôpital public, il faudra quand même savoir ce que ça a coûté et ce que ça va coûter, parce que ça va coûter encore plus. Okay, mais coûter encore plus dans les circonstances actuelles, mais c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre. Et là, on ne sera pas allé regarder nos petits copains. Hein. Donc en ce sens, c'est pour ça que je dis que la prise de conscience, elle doit être très collective. Elle ne doit pas être politique en disant, ben voilà, on donne la Légion d'honneur à toutes les infirmières et tous les médecins de l'hôpital public qui ont géré le Covid. Et tant mieux si la mérite, ce n'est pas le débat, mais voilà, donc ça, on peut faire ça, c'est très politique. Le deuxième truc, on multiplie par 1,5 tous les salaires, parce que c'est voilà, très bien. Oui, ok. Et ça peut faire partie des décisions politiques d'après-crise, ça. Je ne sais pas ce que ça gérera, au fond, et quelle sera la morale de l'histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. De la même façon que si aujourd'hui, les gens qui gèrent les supermarchés, on leur explique que les caissières qu'ils ont, elles vont leur coûter 3 fois plus, parce que c'est aussi forcément très mérité. Ben, je pense que dans l'esprit, on va en revenir, c'est pas très compliqué, à on l'avait d'ailleurs un peu avant, hein, les systèmes de fonctionnement de magasins Amazon, ou avec la 5G de même, vous rentrez avec un téléphone et tout ce que vous prenez, quand vous sortez, c'est déjà débité sur votre truc. Donc, du coup, il n'y aura même plus un salarié dedans. Donc, et on a aussi ce type de… Donc, ça aussi, c'est des choses, il faut faire très, très attention entre encore une fois, la clientèle politique et à côté de ça, la réalité de l'entreprise. Parce qu'après la crise, on va revenir à des trucs où on va recompter, où on va dire non mais ça c'est trop cher, ça c'est pas. Et je sais ce que feront les boîtes, hein, et nous les premiers. Hein. Donc il n'est pas question d'arrêter de compter. Non. Je pense qu'on va même compter encore plus qu'avant. Donc ça aussi, il faut que ce soit vraiment imprimé dans la tête des gens. Voilà, et on ne changera pas le système de l'économie, parce que ça aussi j'entends tout, je lis tout. Voilà, qu'est-ce qui va rester ou qu'est-ce que… Non, bien sûr qu'on va changer les choses. Je pense que la prise de conscience sur la planète, si ça, c'est pas déjà pris, je pense que c'est la première des choses qu'il faut prendre effectivement en considération. La santé des gens, pareil, je pense que là, on aura vu que sans ça, on n'y arrivera pas, donc ça va être bien pris. Mais après, de là à revenir, je dirais, à un monde parfait où tout le monde va pouvoir gagner au minimum 3 000 €, même en travaillant ou sans travailler. Enfin, voilà, je veux dire, après, sur tout ce qu'on peut lire ou imaginer, voilà, il y aura quand même une période intermédiaire où, à mon sens, il va falloir qu'on travaille. Et comme disait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Macron ou c'est Le Maire qui disait qu'il va y avoir des larmes et du sang. Quoi. Donc, voilà, donc c'est ça la réalité. Donc, ça non plus, il ne faut pas non plus se masquer sur la réalité. Il y aura des moments forcément qui vont être extraordinairement difficiles, mais on en a tous passé et on continuera à en passer. Donc, ce n'est pas le problème. Oui, il y a une question de Jean-Luc Pinloche. Bonjour Philippe. Salut Jean-Luc. J'avais une question parce que la création de ce fonds, ça m'interpelle. Ça m'étonne d'ailleurs pas de toi. Et ayant la double casquette, comme tu le sais, je travaille aussi à l'hôpital depuis de nombreuses années. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y a 15 ou 20 ans, quand je suis rentré à l'hôpital, il y avait 5 soignants pour un administratif. Et en 15 ans, on est passé à 1 soignant pour 5 administratifs. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on nomme un administratif et on ne s'adresse pas à la base pour gérer le problème. Donc,
Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour reconstruire l'hôpital, diminuer la part administrative pour privilégier l'efficacité des soignants? Le coût de l'hôpital n'est-il pas dû en partie à cet administratif? Et si le gros risque doit rester à l'hôpital, le petit risque est souvent géré pour moins cher à la médecine de ville, médecin, infirmier, chirurgien, dentiste. Pour te donner un exemple que je connais bien, en cabinet libéral, une extraction, c'est 33,44 €. Ça mobilise une demi-heure et c'est largement en dessous de notre coût horaire. À l'hôpital, elle revient 5 à 10 fois moins cher. Donc la création d'infos, OK, la gestion du fonds, OK, mais il faut qu'à l'autre bout de la chaîne, l'État prenne en compte aussi que quand on a un problème à l'hôpital, on nomme pas un administratif supplémentaire, parce que tu le sais aussi bien que moi, un directeur n'est directeur que s'il a un sous-directeur et une secrétaire, et le sous-directeur, il n'est sous-directeur que s'il a 2 secrétaires. Et je pense très honnêtement que si depuis 20 ans, on n'avait pas essayé de mettre à bas et de rendre la santé gratuite en oubliant le coût de la santé, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Ben, si tu veux, la question que tu poses avec la réponse que tu donnes, au final, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Mais il faut un droit de regard là-dessus, malheureusement. Mais alors, pourquoi, si tu veux, j'ai bien voulu dissocier la création de ce fonds et la gestion de l'hôpital, sans justement obérer ou occulter le fait que la gestion de l'hôpital est catastrophique, hein, puisque on en a parlé longuement tout à l'heure. C'est parce que je sais, Jean-Luc, que si on va sur ce terrain-là, le fonds, il n'existera jamais. Or, je sais qu'on a une fenêtre, je sais que c'est possible, je sais qu'en plus Macron peut être un président qui peut faire ça, c'est sûr, c'est dans sa philosophie, il comprend très bien le mécanisme. Donc, il y a une fenêtre, donc on peut le faire, ça peut résoudre déjà ce problème d'infrastructure et ce sera déjà bien. À côté de ça, ça ne veut pas dire qu'on va laisser de côté la problématique de la gestion de l'hôpital, pas du tout, c'est ce que je t'ai dit. Mais de là à ce que nous, on puisse avoir un regard là-dessus, je préfère te dire tout de suite, dans le fonctionnement actuel, ce n'est pas possible. Et sincèrement, moi, je sais, si je prends l'hôpital de Salon, par exemple, donc mon ami qui est le maire de Salon, et comme tous les maires, je dirais, des villes où un hôpital, effectivement, est sur la ville, son président du conseil de surveillance, je peux te dire que le rôle de l'élu local à l'intérieur de l'hôpital, il est égal à 0. De décision de 0. Donc, ça veut dire que même par ce biais-là, où on pourrait avoir tant de temps, on pourrait faire passer les bons messages, on ne peut pas les faire passer. Okay, donc, tel que c'est géré aujourd'hui, ce n'est pas possible. Maintenant, il n'y a que le politique qui pourra décider si oui ou non il met un grand coup de pied là-dedans. Et sincèrement, un parti comme c'est parti, Jean-Luc, je ne veux pas être pessimiste, mais ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas être le cas. Pas du tout être le cas. Voilà. Mais après, c'est un constat, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on a un hôpital qu'on a appauvri dans sa partie soignante et dans sa partie structure et infrastructure. Et par contre, on a un hôpital qui nous coûte de plus en plus cher parce qu'on l'a complètement… on a rajouté au final des gens qui ne servent pas à grand-chose dessus. Il faut tout au moins qu'ils n'ont pas une valeur ajoutée exceptionnelle dans ce qu'est le problème aujourd'hui ou ce que devrait être son problème, c'est-à-dire soigner les gens. Oui, mais donc tu n'as pas peur que cette enveloppe qu'ils vont avoir à disposition soit plus destinée à toujours faire perdurer cet administratif? C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. Mais encore une fois, Jean-Luc, et je me suis posé les mêmes questions que toi, parfois, on fait les choses, on sait que ce ne sera pas parfait, mais ce sera un peu mieux. Ouais. Mais ce sera toujours mieux de ne pas les faire, si tu veux. Voilà. Donc, c'est ça la question un peu la réponse que je peux un peu donner à ta question. Merci. Il y a une question de Peter Koudenis. Peter? Oui. Tu as une question à poser? Ben justement, ça reprend plus ou moins… Attendez, j'ai peut-être le micro. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Donc, en fait, effectivement, il y a l'organisation qui existe déjà dans les hôpitaux, les cliniques privées. Pourquoi réinventer un système qui a déjà fait ses preuves et qui, justement, pourrait être reproduit pour diminuer, justement, les frais dans l'administratif et augmenter l'efficacité et la formation pour les gens qui sont vraiment sur le terrain et en contact avec donc les patients. Donc, ça, c'est la première question.
Et la deuxième, on oublie un petit peu, je pense, les EHPAD dans la forme classique, mais les EHPAD médicalisés, on pourrait s'inventer, ça existe peut-être déjà, et bon, je ne sais pas, des soins mobiles, par exemple les soins dentaires, où effectivement il y aurait le dentiste qui va sur place avec un camion qui est équipé comme si c'était son cabinet et qui justement rentabiliserait tout ça en limitant les coûts et surtout aussi les risques de contamination parce que ce serait dans un circuit, disons, fermé. Donc, en clair, augmenter l'efficacité opérationnelle au détriment, bien sûr, d'un système trop lourd qui est historique et dont je suis tout à fait d'accord, c'est un mammouth qui survit depuis quelques générations politiques. Qu'en pensez-vous? Alors, sur la deuxième partie, Peter, de votre question, je vais vous donner une petite anecdote, mais par contre, je vais aussi vous donner la réponse de ce qu'on va faire. J'ai été à l'initiative d'une société qui s'appelle Incisive il y a 3 ans, qui a été créée par un médecin qui est une amie, donc avec un petit parterre d'entrepreneurs, et on a créé cette boîte qui était en fait d'équiper un camion pour que des chirurgiens dentistes aillent pratiquer des soins dans les EHPAD. Cette société a été liquidée en fin d'année dernière parce que tous les dentistes que nous utilisions ont tous été interdits d'exercer par le Conseil de l'ordre national qui trouvait cette initiative complètement débile parce qu'elle prenait des patients potentiels à des praticiens qui auraient pu les soigner à la place. Donc je referme cette parenthèse. Donc ça aussi, c'est la France dans sa magnifique organisation et structure. Néanmoins, ce qui s'est passé là, parce que cette idée, je la trouvais tellement bonne et tellement remarquable que j'avais vraiment les boules que cette entreprise est périclitée et que j'ai rien pu faire pour effectivement essayer de la sauver. Là, j'ai dit, pendant cette crise sanitaire et avec ce qui se passe dans les EHPAD, nous, Biotech Dental, cette fois, et on va y aller avec l'artillerie lourde, c'est-à-dire Biotech Dental, pas une petite start-up qu'on va monter cet effet. Moi, je vais me débrouiller pour que mes clients ils aient la possibilité d'aller soigner effectivement les personnes âgées dans les EHPAD, surtout au bout de 2 mois de confinement, peut-être 3 ou 4, sans soins dentaires. Donc, j'ose à peine espérer. Juste pour un exemple, chez nous, on a des laboratoires de prothèses qui traitent en moyenne 150 réparations à notre niveau. Hein. Je couvre la France, mais je suis pas j'en ai le plus gros laboratoire français, mais certainement pas tous les laboratoires. Mais 250 appareils réparés par mois. Okay, donc là, ça fait 2 mois, ça fera 2 mois. Ça veut dire qu'il y a 500 patients qui n'auront pas eu d'appareil dentaire. Okay, c'est ça que ça veut dire. Donc si ça dure 3 mois, ça fait 750 et ça, c'est à notre niveau. Donc vous imaginez ce que ça peut faire effectivement à l'échelle nationale. Donc ça, c'est une très bonne question et donc j'apporte la réponse et je le dis, oui, cette fois, je prends le problème à bras le corps et je ne me ferai pas emmerder et on réglera ce problème-là. Okay, donc ça, c'est parce qu'on a tout, nous. Hein, on a tout. On a les équipements, on a les caméras intraorales pour prendre les empreintes, on a tout ce qu'il faut, on a les équipements pour les dentistes. Voilà, donc c'est juste après un problème politique et ordonnal. Okay, donc ça aussi, on pourra. Mon ami Jean-Luc Penloche pourrait en parler aussi, puisqu'il est praticien, il connaît très bien le problème. Mais ça, si j'en parle à un Français aujourd'hui comme vous, là, vous dites, mais c'est pas possible, on marche sur la tête. Mais c'est la réalité, c'est ce qu'on a vécu. Hein, donc cette belle idée, elle a été enterrée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. Pour la première question, ce n'est pas aussi simple que ça. Que l'hôpital s'inspire des techniques du privé, oui, forcément, dans sa gestion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. Hein. Par exemple, à Salon, j'ai essayé de rapprocher l'hôpital et la clinique sur la création d'un nouvel hôpital qu'il faut reconstruire à Salon-de-Provence. Je connais bien le dossier. Les gens d'Almaviva, que je connais bien par ailleurs, j'ai essayé de les mettre en contact avec le public et on a essayé de discuter pour essayer de voir comment on pouvait coopérer ensemble. C'est 2 mondes qu'on ne peut pas les mélanger. Et c'est presque normal. Je veux dire, dans les cliniques, aujourd'hui, leur business, ils ont des règles. Ils savent que si, pour faire du profit, ils doivent prendre ça, ils peuvent faire, et là, ils vont pouvoir faire du profit. Mais quand on dit du profit, ils vont pouvoir faire du profit, et c'est ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, avec un acte qui a été agréé et qui est donné par l'État, donc qui est pas plus, ça ne coûte pas plus cher. Ça, voilà. Et avec ça, ils font du profit. À l'hôpital, il faut qu'on fasse x5, x10, x20
pour faire la même chose et pour ne pas perdre d'argent. Donc, c'est là, effectivement, où le problème se pose. Mais ça, c'est sur des pathologies qu'on compare. Mais malheureusement, il y a plein de trucs qu'on a laissés à l'hôpital public. Hein, la réa, le machin, là, tous ces trucs tout ça, on n'en veut pas. On préfère avoir des petites, fait une prothèse de hanche et de genou, deux interventions sur la chirurgie des extrémités, voilà, c'est de l'ophtalmo. Voilà, il y a des trucs qui sont très, très bancables, je l'ai dit, pour le système privé, et tant mieux. Mais ça nous permet aussi de contrôler aussi le coût de notre santé. Et en plus, c'est bien fait, donc il ne s'agit pas de l'enlever. Mais je dis simplement, dans ce que le privé va laisser au public, il faut que nous, on sache ce que ça coûte et comment on peut essayer de juguler aussi le coût par rapport à un service rendu qui doit être celui que l'on attend. Mais certainement pas dire aujourd'hui, voilà, du moment que tout ça c'est le public, ben ça doit être encore une fois le tonneau de l'Anaïde et on doit y aller et ça va coûter 15 fois plus. Non, c'est pas le débat. Ok, donc s'inspirer du privé dans la gestion, oui, c'est ce que je dis, mais par contre, essayer aujourd'hui de dire on a quand même laissé au public des choses que le privé ne voulait pas prendre. Hein. Ça, c'est la réalité. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas beaucoup de maternités privées. Pas beaucoup. Maternité, c'est pas le top. Quoi. Hein, okay, si on fait du business, c'est pas le top. Par exemple. Juste pour conclure, j'ai une question. Aux États-Unis, certains grands hôpitaux appartiennent à des fonds ou à des grands groupes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, pour pallier la problématique du gouvernement et la possibilité aux entreprises, aux entrepreneurs qui vont entrer dans ces fonds, créer un système comme ça entre l'hôpital public et l'hôpital semi-privé qui appartiendrait finalement à ces fonds qui sont capables de gérer comme des entrepreneurs des hôpitaux qui ne sont pas des cliniques privées, mais qui restent l'hôpital? Alors, c'est une excellente question parce que je me suis beaucoup creusé la tête aussi. Et encore une fois, j'ai essayé de me mettre en situation par rapport à je dirais, mon expérience de fonctionnement de l'État et de nos politiques, de ce qu'il était possible de faire dans notre pays très vite ou pas. Ça, bien sûr que c'est une solution incroyable. Et c'est certainement la meilleure entre nous soit dit. Mais ça, je dirais que politiquement, c'est pas audible. C'est-à-dire que là, on le partage entre nous, je pense qu'on va à peu près être tous d'accord. Si on sort un peu je commence un peu à en parler au Café du Commerce, ça peut maintenant un peu plus, mais bientôt on va pouvoir, j'espère. On va dire, mais regarde-moi, ces salopards de patrons, là, ils mettent encore la main sur… On en a bien des étrangers qui viennent acheter nos aéroports. Je sais. Pourquoi pas nos hôpitaux? Mais ça, politiquement je crains que pour arriver à faire accepter ça, parce que là, au final, on a besoin de personne. Il suffit qu'on dise, donnez-nous l'opportunité de gérer déjà, tiens, 5 hôpitaux qui sont là, on gère tout à l'intérieur. On a les sous, on a les machins. Voilà, on met nos experts, nos trucs de restructuring du truc. Mais c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas pensable. On est dans un pays où j'ai été ravi tout à l'heure de parler de ce petit projet qu'on avait eu à l'époque incisive où on a été bloqué par le Conseil de l'ordre. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'un pays quand même comme la France aujourd'hui? Vous imaginez un peu tout ce qu'il faut mettre comme dogme, comme problème de fonctionnement, mais on est à l'opposé des États-Unis, alors qui par ailleurs ont plein de défauts, hein. Mais par exemple, ça, effectivement, aux États-Unis, c'est des choses qui peuvent être… Le mec, tu dis, mais tu veux des sous, mais tiens, fais un hôpital. Fais un hôpital, vas-y. Oui, très bien. Et en plus, on va marquer dessus que c'est ton hôpital. C'est ça. Quand les gens vont rentrer, c'est en plus, voilà, il y a des gens qui seraient ravis, je ne sais rien, moi. Nous, on a la Fondation Rothschild pour les vieux, on a voilà, on pourrait dire, tiens, regarde, tiens, une bibliothèque dentale, là, à Salon, là, ils ont fait la… moi, je serais vachement content pour mes enfants, mes petits-enfants, mais même dire, tiens, regarde, tu vois, il a fait ça, on a fait ça. Mais plein de gens, je veux dire, dans la reconnaissance. Je veux dire, il y a qu'à s'asseoir sur un banc à Central Park. Hein, donc, imaginez chez vous, si vous voulez donner quelque chose à une municipalité pour qu'elle l'accepte et qu'elle dise que c'est tout un bordel. Tout ça, c'est dans notre pays, c'est très compliqué, mais c'est tellement compliqué. Donc, c'est pour ça que
que je sais que ce système de fonds, parce qu'il serait géré par l'État, mais où on pourrait impliquer une gouvernance et où on pourrait définir un périmètre qui soit celui des infrastructures, je sais que ça, c'est possible. Parce que ça se greffe facilement avec l'hôpital, avec le système actuel. Maintenant, arriver à créer quelque chose de complètement tellement innovant que ça mettra 15 ans pour le faire, ce n'était pas l'objet de ma réflexion première. Mais ça, c'est une vraie solution, bien sûr. C'est une vraie solution. Philippe Véran, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention et ta présence parmi nous à l'APEX aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre disponibilité, votre présence aujourd'hui. Une réunion qui a duré un peu plus longtemps que prévu. La prochaine réunion a lieu mardi prochain à 12h30. On aura la chance d'avoir Florence Valentin, que vous avez entendu tout à l'heure de chez EY, et Jacques Vitali, qui a une très forte expertise en finance, en économie, qui va essayer avec Florence de vous donner des idées sur la construction de nos entreprises pour mieux rebondir et pour mieux se construire après la crise. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous.